Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, l'Ustad Sadq du département de chimie, Izza et Tollab. Donc, nous allons essayer de vous faire une série de TD concernant ce que nous avons fait en présentiel. Alors, donc nous commençons par une série concernant les plans réticulaires et les rangées, et ainsi que les rangées réticulaires. D'accord? Alors, nous commençons par les rangées. Donc, nous avons cet exercice qui nous donne d'indexer les rangées ci-dessous. Donc, je les ai repris sur le tableau et nous allons essayer d'indexer ces rangées. Donc, ces rangées, une rangée, elle passe par le point A et le point B. Ici, c'est donc une caractéristique, c'est que A et coïncide avec le paramètre B. Donc, le X, Y, Z, donc de A. Donc, il a pour coordonnées donc 0, 0, 0. Et le point B, il a pour coordonnées 1, 1, 1, 1, 1. Donc, le vecteur AB, qui est le vecteur directeur de la rangée, aura pour coordonnées donc 1, 1, 1. D'où la rangée, c'est la rangée 1, 1, 1. D'accord? Donc ça, c'est la rangée 1, 1, 1. Ensuite, ici, le point A et le point B, donc A, il a pour coordonnées 0, 0, 0. Le point B, il a pour coordonnées 0, 1, 1 demi, d'accord? Donc le vecteur AB, donc il a donc les composantes 0, 1, 1 demi, qu'il faut multiplier par 2 pour avoir ça sous forme d'entier. Ça veut dire que la rangée, c'est la rangée 0, 1, 0, pardon, c'est 0, 2, 1. Donc celle-là, c'est la rangée 0, 2, 1. Alors, ici, le point A, il a le point B. Donc A, il a pour coordonnées, donc il a pour coordonnées 1, 0, 1. Et le point B, il a pour coordonnées le 0, 1, 1, d'où le vecteur AB, vecteur directeur. Donc, il aura pour composante moins 1, 1, 0, d'où la rangée, c'est la rangée moins 1, 1, 0. Donc, ça, c'est la rangée moins 1, 1, 0. Alors, ici, le point A a pour coordonnées, donc il a le 1, 0, 0, et le point B, il a pour coordonnées 0, 1 demi, 1. Donc le vecteur AB, le vecteur directeur, il a pour composante moins 1, 1 demi, 1. Donc il faut multiplier par 2 pour rendre le 1 demi entier. Donc, la rangée, ça sera la rangée 2, 1, pardon, moins 2, 1 et 2. Donc ça, c'est la rangée moins 2, 1, 2. Là, nous avons donc pris des exemples des rangées. Nous allons passer maintenant à indexer les plans suivants. Donc, j'ai représenté ici les plans et nous allons essayer d'indexer les plans, c'est-à-dire chercher les H, K, L. Alors, pour ce plan, donc, il passe ici par A sur 2 et là par B et là, il passe par C. D'accord? Donc, on a donc 1 demi et donc ça c'est selon A, ça c'est selon B et ça c'est selon C. Donc on a 1 demi, et là nous avons 1, et là nous avons 1. On fait l'inverse. L'inverse, on a 2, 1, 1. Ça veut dire qu'il s'agit du plan 2, 1, 1. D'accord? Donc ça, c'est le plan 2, 1, 1. D'accord? Alors ensuite, on passe pour ce plan avec A, et là, il coupe B, et là, il coupe C. Il coupe A en 1, et il coupe B à l'infini, puisqu'il est parallèle à B, et il coupe C à l'infini, puisqu'il est parallèle à C. Donc, on fait l'inverse,
Et nous avons ici 1, là le 0. Donc il s'agit du plan 1, 0, 0. Donc ça, c'est le plan 1, 0, 0. Ensuite, pour celui-là, donc il coupe A, il coupe B, et il coupe C, donc il coupe A en 1, et il coupe B en 1, et il coupe C à l'infini. Donc on fait l'inverse. L'inverse de 1, c'est 1, l'inverse de 1, c'est 1, et l'inverse, c'est 0. Donc il s'agit du plan 1, 1, 0. Donc ça, c'est le plan 1, 1, 0. Alors, pour celui-là, donc vous voyez qu'il coupe A en A, mais où est-ce qu'il va couper B? D'accord? Et il coupe C en 1. Donc, on va voir dans la, comment dire, la maille voisinante. Donc, vous voyez que ce plan, il va couper A. Donc, il coupe A en 1, et il coupe B ici en moins 1, et il coupe C en C sur 1, d'où on a le plan 1, moins 1, 1. Donc ça, c'est le plan 1. Maintenant, nous allons indexer ces plans représentés sur la figure. Donc le premier, donc il passe ici par A sur 4, et il passe ici par B sur 3, et il passe ici par C sur 2. Donc, il s'agit ici du plan, le plan 4, 3, 3, 2. Alors, donc le deuxième, donc il est là, et il passe ici, et il passe là, d'accord? Donc, alors, pour ce plan, donc il passe par donc A, B et C, donc il coupe A en 1/2, il coupe B en 2/3, et il coupe C en 1. Donc on fait l'inverse, on a 2, 3/2 et 1. Donc il faut multiplier par 2 pour avoir le 4, 3, 2. Donc il s'agit toujours du plan 4, 3, 2. Avec, donc on a multiplié par 2. Ensuite, en prenant celui-là, donc il va passer par ici, et là, à là. Donc, ce plan, il coupe A, il coupe B, et il coupe C. Donc, il coupe A en 3/4, hein, et il coupe B en 1, et il coupe C en 3/2. Donc, on fait l'inverse, on a 4/3, et on a 1, et on a 2/3. Donc, il faut multiplier par 3 pour avoir le 4, 3, 2. Donc, il s'agit toujours du plan 4, 3, 2. Et enfin, donc en prenant le dernier, donc il va passer ici, il va passer là, et il va passer ici, d'accord? Donc ce plan, voilà, ce plan, donc il coupe A, et il coupe B, et il coupe C. Donc il coupe A en 1, et il coupe B en 4/3, et il coupe C en 2. Donc on fait l'inverse, on a 1, 3/4 et 1/2. Donc on doit multiplier par 4 et on aura le 4, 3, 2. Donc il s'agit toujours du plan 4, 3, 2. Donc vous voyez que cette série, donc c'est la série, donc c'est la famille des plans 4, 3, 2, qui est une famille de plans qui sont superposés et qui sont équidistants. Donc le premier, il est d'ordre 1, le deuxième d'ordre 2, 3 et 4. Donc voilà. Donc indexons les plans HKL dans le système hexagonal. Alors dans ce cas, quand on trouve HKL, donc on introduit un terme I de telle manière que l'indexation se devient HKIL avec I qui est égal à moins H plus K. Donc cherchons pour ce plan en vert.
Ce plan en vert, donc pour le A, et pour le B, et pour le C, où est-ce qu'il rencontre A? Donc vous voyez que celui-là, le vert, il est parallèle à A, donc il va le rencontrer à l'infini, et il passe par moins 1,5, donc par B sur 2, et il coupe, et il est parallèle à C. Il est parallèle à C, donc il va le rencontrer à l'infini. Donc on a ici, on fait l'inverse, et on a le 0, moins 2 et 0. Donc il s'agit du plan 0, moins 2 et là, moins. Et pour le C, ce sera le 2. Donc il s'agit du plan 0, moins 2, 2. Et pour le rouge, donc, où est-ce qu'il va rencontrer A, où est-ce qu'il va rencontrer B? Donc, il rencontre A en 1, et il rencontre B en moins B, et il coupe C en 1,5. Donc on fait l'inverse, on a le 1, le moins 1 et le 2. Donc il s'agit du plan 1, moins 1, 2, et là on a le I plus H qui est égal à 0, donc c'est le plan 1, moins 1, 0, 0, 2, donc c'est le plan en rouge. Bien. Donc on passe à... Vous avez ici l'énoncé de l'exercice. Donc, et à chaque fois, donc, nous allons faire partie par partie. Nous commençons par le premier, la question petit 1. Alors, on vous dit dessiner la maille cristalline du fer alpha qui adopte la structure cubique centrée et combien d'atomes il contient. Alors, donc, le cubique centré, donc, on a ici le fer, d'accord? Donc, il est au sommet du cube et au centre, d'accord? Et pour le nombre de fer par maille est égal. Donc, nous avons 8 qui se trouvent sur le sommet, 8 fois un huitième, puisqu'ils appartiennent à 8 mailles, plus un qui se trouve à l'intérieur. Et donc, on a 2 fers par maille. Donc, ça, c'est pour le cubique centré. Puisque, donc, on a dit que le fer présente 2 variétés allotropiques. Donc, une de cubique centré et l'autre cubique à face centrée. Il admet aussi une autre variété allotropique. Donc l'étude de ces variétés allotropiques sont très utiles en métallurgie du fer, surtout quand on aborde les aciers, quand on va essayer d'insérer le carbone dedans. D'accord? Alors maintenant, je passe à donc l'exercice, donc plutôt la question 2, dessiner la maille du cubique à face centrée, d'accord? Et dénombrer le nombre de fers par maille. Alors, donc on a dit que le fer, il est cubique, ça veut dire que donc on aura au sommet, d'accord? Et ensuite, il est à base centrée, donc on centre la base et on centre, donc on fait une translation, on centre cette base et on fait une translation, et en même temps, donc la face de devant et la face de derrière, d'accord? Donc c'est ça, la représentation de la maille du fer cubique à face centrée. Alors pour le nombre de fers par maille, donc on a toujours 8 qui se trouvent au sommet, donc 8 fois un huitième, donc on a donc 1 plus ceux qui se trouvent sur les faces, ils appartiennent à 2 mailles, donc ils contribuent ici simplement par la moitié, et nous avons 6 faces, 6 fois 1,5, donc on a 1 plus 3, donc on a 4 fers par maille pour le cubique à face centrée. Nous passons à la question 3. Donc maintenant on vous dit, on vous donne le rayon du fer gamma qui est égal à 129 picomètres et on vous demande de calculer le paramètre A. À quoi est égal le paramètre A de la structure? Donc là, j'ai représenté la face, donc l'une des faces, donc en la représentant, donc voilà la représentation de la face du haut par exemple, d'accord? Donc vous voyez que là, on a A,
là nous avons A, ça veut dire que cette distance est égale à quoi? Est égale à A racine de 2. Ça veut dire que A racine de 2 est égal à 4R. Sachant R, donc A égale 4R sur racine de 2. En faisant l'application numérique, on va trouver que A est égal à 365 picomètres. D'accord? Donc ça, c'est pour la question 3. Nous passons maintenant à la question 4. La question 4, on vous dit calculer la compacité C d'une structure cubique à face centrée. À quoi est égale la compacité? La quatrièmement, donc C est égal à quoi? Est égal le volume occupé sur le volume disponible. Or, le volume occupé est égal, donc Z fois 4 tiers de pi R à la puissance 3. Ce Z, c'est le nombre d'atomes de fer par maille qui est égal à 4. D'accord? Et le R, donc nous avons calculé le R en fonction, donc le R est égal à racine de 2 sur 4. Et pour le volume disponible, c'est le volume de la maille est égal à la puissance 3, d'où la compacité C est égale à quoi? Est égale à 4 fois 4 tiers de pi à racine de 2 sur 4 à la puissance 3 sur A à la puissance 3. Donc nous simplifions ici par le A à la puissance 3. Nous simplifions par le 4 et ici nous avons le 4, donc il nous restera simplement un 4. Donc ici avec le 2, donc on a le 2, racine de 2, on va simplifier par un 2 et nous aurons est égal à pi racine de 2 sur 6 qui est égal à 0,74. Donc c'est ça la compacité la compacité du cubique à face centrée. D'accord? Donc si vous voulez l'exprimer en pourcentage, donc il faut multiplier par 100 et vous aurez 74%. Cinquièmement, évaluer la valeur, ou plutôt évaluer la masse volumique ρ gamma. À quoi est égal ρ? Ρ est toujours égal à Z fois M du fer sur le volume. Donc c'est ça la masse volumique. Z égale à 4, donc égal à 4, fois, donc bien sûr qu'il faut, donc ici le nombre d'Avogadro, il ne faut pas oublier le nombre d'Avogadro NA, fois, donc on a 55,85, hein, il faut que ça soit exprimé en grammes, et là, le NA c'est 6,02 10 puissance 23, et pour le volume égale A à la puissance 3, on a trouvé que le A, on a déjà trouvé que le A égale 365 picomètres, ça veut dire 10 puissance moins 10 cm à la puissance 3. Donc celui-là doit être exprimé en centimètres pour avoir une masse volumique en grammes par centimètre cube. D'accord? Donc il faut que la masse soit exprimée en grammes et que le A doit être exprimé en centimètres. Donc le picomètre égale 10 puissance moins 10 cm. Donc vous faites le calcul numérique, donc on va trouver qu'elle est égale à 7,63 grammes par centimètre cube. Donc c'est ça la masse volumique. Nous passons à l'exercice suivant. 6A. Où sont situés les sites octaédriques du cubique centré? Et ces sites sont-ils réguliers? Alors, pour chercher les sites octaédriques, donc par exemple, en prenant la maille du dessous, en prenant celui-là, donc le centre, donc vous voyez que là, on a un octaèdre. Ça veut dire que là, nous avons un site octaédrique. D'accord? Donc, tous les centres de phase sont des sites octaédriques. Donc, je commence par les centres des phases, d'accord? Voilà. Et là, c'est le centre des phases. Donc, les centres des phases sont des sites octaédriques. Et aussi, donc, en considérant les mailles voisinantes, celle-là, d'accord? Donc, je prends son centre, celle du dessus et celle-là.
Donc vous voyez que là nous avons un carré et là nous avons deux sommets. Ça veut dire que là nous avons un site octaédrique. D'accord? Et la même chose pour tous les milieux des arêtes. Donc les milieux des arêtes sont aussi des sites octaédriques. D'accord? Donc ce sont tous des sites octaédriques. Voilà. Alors donc la question qui se pose, est-ce que ces sites octaédriques sont réguliers? Ils ne sont pas du tout réguliers. Pourquoi? Parce que donc quand vous prenez cette distance, celle-là, cette distance est égale à quoi? Est égale à A racine de 3 sur 2. Et cette distance, elle est égale à combien? Donc elle est égale à A. Donc vous voyez que l'octaèdre, les côtés ou plutôt les arêtes de l'octaèdre ne sont pas tous égaux. Donc on va dire que nous avons un octaèdre déformé, d'accord, irrégulier. Je passe à la question suivante. Question 6b. Où sont situés les sites octaédriques dans le cubique face centré, c'est-à-dire le fer gamma? D'accord? Et ces sites sont-ils réguliers? Donc, quand vous prenez, par exemple, les centres des faces de droite, gauche, celle de devant et derrière, d'accord? Et les sommets, d'accord, centre des faces. Donc, vous voyez que là, nous avons un site octaédrique qui se trouve au centre. Donc, le centre, donc nous avons ici le premier site. Ensuite, quand vous prenez cette arête et vous prenez les 4 mailles auxquelles appartient cette arête, d'accord? Et en prenant le centre de ces faces, d'accord? Le centre de ces faces, d'accord? Alors, donc vous allez trouver que nous avons ici, voilà, nous avons un octaèdre, d'accord? Donc ici, nous avons un site octaédrique. Donc les milieux des arêtes sont tous des sites octaédriques. Donc je représente le reste des sites, voilà. Donc c'est ça, les sites octaédriques, voilà. Ils sont, voilà, donc ça c'est l'ensemble des sites octaédriques. Alors maintenant, s'agit-il d'une d'un site régulier, d'accord? Alors, donc quand vous calculez donc cette distance, d'accord? Celle-là par exemple en prenant carré, donc celle-là, voilà. Donc cette distance, donc c'est ça les distances qui existent. Donc ça c'est égal à A racine de 2 sur 2, d'accord? Et de même, vous faites le calcul ici, on a toujours A racine de 2 sur 2, donc il s'agit d'un site régulier, donc un site octaédrique régulier. Donc je passe à la question. Question 7. Quel serait le rayon maximal R octa, d'accord, qu'on peut mettre dans un site octaédrique? Alors, donc vous voyez que le site octaédrique, donc il a un volume dans lequel on peut mettre une petite sphère de rayon maximum qui doit être tangent. Sinon, on doit mettre une sphère plus petite, d'accord? Donc, au maximum, elle est tangente. Ça veut dire que 2R, octa max, plus 2R du fer gamma doit être égal à A, d'accord? Alors, donc, on a R octa max est égal à... Bon, on sait très bien que là, nous avons A, donc du fer gamma, racine de 2, égale 4R du fer gamma. D'accord? Donc on remplace ici le A par sa valeur, donc est égal à 4R du fer sur racine de 2 moins 2R du fer gamma. D'accord? On simplifie par donc le 2, on a ici le 2, et on a ici simplement R du fer gamma, facteur de racine de 2 moins 1, donc c'est ça, le R
octa max, donc qui est égal, donc en application numérique, on va trouver que R octa est égal à 53 picomètres. Donc c'est ça la valeur de la valeur maximale dans laquelle on peut mettre une sphère dans ce site. Alors, donc la question suivante, on vous dit, donc maintenant c'est pour cela que j'ai dit qu'ils sont intéressants pour la métallurgie du fer. Donc quand on veut synthétiser l'acier, donc on essaie d'insérer le carbone dans l'ossature du fer. Alors maintenant la question qui se pose, est-ce qu'on peut mettre un atome de carbone dans ce site octaédrique? Alors, donc on nous donne, donc voilà, on nous donne le R du carbone qui est égal à 77 picomètres. Or, R du site octa max est égal à 53 picomètres. Donc nous voyons très bien que le R, le rayon du carbone, est largement supérieur par rapport au site. Ça veut dire que maintenant, si on essaie d'insérer le carbone dans ce site, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va casser la structure du verre. Si on casse la structure du fer, ça veut dire que c'est comme si on n'a rien fait. Donc, ça veut dire que là, on peut déduire que donc, impossibilité de l'insertion du carbone dans le fer gamma. D'accord? Donc, il ne peut pas y avoir insertion. Mais est-ce qu'il y a une autre possibilité? Effectivement, il peut y avoir une autre possibilité, puisque on a le carbone peut soit s'insérer, ou bien, donc on a dit que ça c'est pas possible, ou bien substituer le fer. Ça veut dire substituer le fer, ça veut dire que le carbone peut prendre carrément la place du fer dans la structure du fer. D'accord? Donc comme ça, j'ai terminé l'exercice.